Yemotep, Maître Nefer, de nouveau soyez les bienvenus en cette fin de semaine dans le Djed Chetaout Zulu qui veut dire les hors du temps, veut dire hors du temps et de l'espace. Je commence avant tout par vous remercier qui, vous, chaque jour, nous accompagnez. Vous qui, chaque jour, adhérez, partagez et communiez avec nous parce que c'est une communion. Hein? Quand on dit communion, c'est venir en union. C'est une communion que nous célébrons chaque jour durant ces événements. La semaine a été très fertile et nous avons lancé le système religieux Kush Kamit Congo qui est parti avec un peu de doute. Nous ne savions pas quelle réponse nous aurions obtenue de la part, mais il était une mission qui nous avait été inférée, donc loin de là l'idée d'y renoncer. Mais étant pris dans les paramètres humains, un peu de doute, il faut le permettre, bien entendu. Et ici, je suis émerveillé de la réponse qui est le lancement du système religieux Kush Kamit Congo, qui est une forme de laïsme africain qui met sur le même plateau toutes les différentes expressions religieuses Kush Kamit Congo, toutes les expressions religieuses de la culture, de l'immense patrimoine, parce qu'il ne s'agit pas de la culture, mais de l'immense patrimoine culturel mélanoderme. Une culturelle dont l'âge va au-delà du temps et de l'espace. Un patrimoine culturel dont l'état va au-delà de la lumière elle-même, parce qu'elle précède tout ce que nous avons connu, tout ce que nous pouvons penser, tout ce qui a été créé, tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, c'est dans cet rythme que nous retournons encore aujourd'hui pour encore partager ensemble notre Djed Chetaout Zulu, dont le titre est les contingents, où je me souviens... pardon? Le contentieux spirituel. Les contentieux spirituels. Les contentieux spirituels est un point d'ajournement, est un point de dialogue, est un point de prise en considération. Les contentieux spirituels traitent de la culture ou de ce qui est devenu la culture, ou disons, traitent de la traumatologie des événements historiques des derniers 1000, 2000, 3000 ans de l'histoire que nous connaissons. Et je suis en train de parler de l'histoire mélanoderme. Un homme est l'ensemble de toutes les secondes qui l'ont porté depuis sa naissance jusqu'au moment où on est en train de l'interroger. Tous les événements qui se passent dans la vie d'un homme l'orientent, les forment, mais les blessent et les conforment en lui donnant une certaine forme. Un exemple que je prends d'appui dans le début de cette conversation est une histoire que j'ai déjà relatée. C'est l'histoire des États-Unis durant la guerre du Vietnam. Durant la guerre du Vietnam, qui a duré pendant très longtemps qu'il s'agissait de l'invasion des États-Unis sur une terre étrangère. Souvenons-nous que les États-Unis, depuis sa naissance, n'a que fait des guerres. Elle est née des guerres et elle est née d'esclavage et elle a continué la guerre. Mais ce qui est important ici est que pendant la guerre du Vietnam, après que les militaires qui étaient allés dans la guerre du Vietnam sont rentrés et ils ont été tout de suite remis à la vie civile, eh bien, il y a eu des problèmes. Ces gens qui sont restés en guerre pendant très longtemps, et beaucoup d'entre eux sont finis dans des prisons, maltraitement, abus, manque de sommeil, alimentation pauvre, système de vie très rigide pendant des années, ont été consommés par les traumatismes de cette guerre et rentrés
dans leur pays natal, eh bien, ils sont devenus des agents provocateurs de plusieurs troubles. En effet, il suffisait de demander une indication à quelqu'un pour recevoir un coup. Ou il suffisait de revendiquer quelque chose pour se voir poignarder ou fusiller. Eh bien, le gouvernement américain va décider de construire le Pentagone qui va ressembler tous les militaires qui ont été au Vietnam pour les traiter psychologiquement. Cela signifie une réadaptation à la vie civile, une réintroduction à la vie civile. Cette pratique n'est pas ancienne. Dans les histoires des civilisations anciennes, une fois que les militaires revenaient des guerres, ils ne rentraient pas tout de suite dans leur foyer. Ils n'allaient pas tout de suite embrasser leurs femmes et leurs enfants. Non, ils étaient isolés. Ils étaient soumis à des traitements que nous allons ici appeler dans la réintroduction à la vie civile. L'histoire mélanoderme, inutile que je vous la raconte, vous la connaissez assez bien, et certains encore beaucoup mieux que moi. Elle est tapissée, et l'histoire mélanoderme, les derniers 3000 ans, se tourne autour. 3000 ans, c'est peut-être minimisé. Mais l'histoire dont la plupart d'entre nous se souviennent du monde mélanoderme est regorgée de traumatismes, des abus de toutes sortes, des sauvageries, des tueries perpétrées par toutes les autres races sur nous. Néanmoins, il est important ici de signaler que la race mélanoderme est la race la plus pacifique du monde parce qu'il ne s'est jamais passé une seule fois où la race mélanoderme, les peuples mélanodermes sont sortis de leur territoire pour aller envahir militairement un territoire autrui. Jamais. Cela ne s'est fait. Où nous sommes sortis, c'était toujours dans l'élan d'apporter la civilisation et le bien-être. Et jamais. La preuve en est quand vous regardez toutes les fouilles archéologiques des civilisations noires. Parce que toutes les civilisations, quand on parle de sites archéologiques, dans n'importe quelle place de la Terre dont il se trouve, il s'agit de civilisations anciennes mélanodermes. Et une des caractéristiques de ces civilisations est que dans aucune des fouilles ont été retrouvées les armes. Non. Les armes arrivent avec l'apogée de la civilisation occidentale. Avant, elle n'était pas quelque chose d'important. En fait, ce qui va permettre la civilisation occidentale de pouvoir conquérir un territoire où la notion de la violence et des armes, non qu'elle était inconnue, mais elle était élémentaire. Les civilisations anciennes se sont développées dans les mathématiques, dans les sciences, dans l'astronomie, dans la médecine, et non dans l'art de la guerre. Eh bien, quelque chose dont tout mélanoderme doit être fier, et que nous n'avons jamais sacrilégé les créateurs, nous n'avons jamais été les porteurs de destruction. Jusqu'à ce que nous fûmes consommés par cette destruction venue d'ailleurs. Et donc, si nous revenons en arrière, avant que j'ai pris cette petite fenêtre, qu'est-ce que nous constatons et dont il était question? Le traumatisme, cette injustice qui s'est perpétuée sur des générations, parce qu'il ne s'agit pas d'une génération, mais des générations, a été passé ou s'est transformé à une forme de transmission génétique. Ce qui fait un traumatisme après traumatisme, parce que comme comme je signale et je le répète, et vous le saviez déjà, cette histoire de maltraitement mélanoderme, elle a duré pendant très longtemps. Eh bien, on arrive à un point où on parle, pendant les années 60, de décolonisation. Et vous savez, il y a plusieurs livres, par exemple aux États-Unis, écrits par le frère Owen, qui dit « The Decolonization of the Mind ».
Parce que la décolonisation sur les plans pratiques est une ruse. Vous savez bien, quelqu'un qui a été prisonnier pendant très longtemps développe le syndrome de Stockholm. Et que si vous l'éloignez de son bourreau, c'est lui-même qui va à la recherche de son bourreau. Sinon, il s'en cherchera un autre avec les mêmes caractéristiques. Et donc, la décolonisation qu'il fallait avoir, c'est la décolonisation of the mind, c'est-à-dire la décolonisation de l'esprit. C'est quoi la décolonisation de l'esprit? La décolonisation de l'esprit, c'est la réinsertion à la vie mélanoderme civile. Ce qui n'a jamais été fait, ce qui n'a jamais été affronté, et ce qui fait que, bien que l'on puisse parler en termes littéraires, ou quand bien même l'on puisse la jouer sur le plan intellectuel, où l'on parle, où l'on vante une certaine décolonisation, mais la colonisation reste au niveau de l'esprit. Au fait, qu'est-ce que signifie la colonisation? La colonisation signifie la dénaturalisation, la déconnexion d'un peuple de sa matrice authentique pour la rattacher à une autre matrice d'où elle devient des services, où il affronte la servitude. Mais cette servitude s'accompagne de certaines caractéristiques notoires. Par exemple, l'identification à la matrice d'adoption. C'est ainsi que dans la vie courante, et au signal de la non-décolonisation de l'esprit mélanoderme, nous sommes plongés dans l'exercice de vouloir ressembler aux blancs du matin au soir. Nous nous jugeons les uns des autres par rapport à combien notre accent est-elle plus française ou si notre accent est-elle peu plus anglaise. Nous nous regardons bas et mauvais à selon de comment nous sommes vêtus. Pourquoi être bien vêtu, c'est être vêtu le plus possible comme un blanc. Ou comme les colons les voudraient, parce qu'il ne s'agit pas seulement de se vêtir comme un blanc, mais répondre à des paramètres introduits et imposés par la volonté coloniale. Parce que la colonisation, c'est la colonisation de l'esprit, et pas la colonisation du corps. Le corps suit l'esprit. Si l'on colonise le corps et que l'esprit n'est pas colonisé, eh bien la colonisation connaîtra un échec. Et donc, ce qui a été colonisé, c'était l'esprit qui a été colonisé, mais quand on a voulu décoloniser, on a décolonisé les corps. C'est comme qui dirait, on infecte une rivière, et puis quand il faut désinfecter la rivière, on remplit un bassin d'eau pris de la rivière et on désinfecte. Après avoir désinfecté les bassins d'eau, on renverse l'eau dans la rivière. Et avec ces procédés, on se dit, voilà, la rivière a été désinfectée. Et tout ceci est à ce que je mets sous le nom du contentieux. Le contentieux en tant que traumatologie historique et contemporaine. L'association ou la dépendance à une forme de religiosité, la dépendance à une manifestation culturelle, la dépendance à une langue, quand bien même à l'image de notre peuple, sont les vrais symptômes de la colonisation, parce que la colonisation n'est pas physique. D'autant plus un homme, quand bien il puisse être riche, n'est pas un décolonisé, parce que la colonisation, eh bien, comme l'on dit en anglais, colonization is the colonization of the mind. La colonisation est la colonisation de l'esprit. Ne regardez pas celui qui a les chaînes aux mains et aux pieds. Regardez celui qui a les chaînes dans l'esprit. Parce que la colonisation, c'est là-dedans. Et aujourd'hui, l'on voit beaucoup dans la tendance kamite où on est habillé comme kamite. Mais le kamitisme n'est pas une tendance ou une mode. Mais c'est un état d'esprit de liberté.
Et il faut regarder à l'intérieur de soi et pour voir à quoi on cherche à se ressembler le plus. Avec beaucoup de sincérité. Ce traumatisme est un traumatisme qui a rendu les plus mauvais services au peuple mélanodaire. Et je vais avancer parce qu'il sera toujours impossible de ne pas rentrer dans le champ de la politique. Parce que la politique, c'est le contrôle et la gestion du territoire et du destin du peuple. C'est vrai qu'en Afrique, nous avons des pays qui l'ont pu dire d'une certaine manière organisés. Qu'est-ce que j'attends par organisé? Eh bien, nous avons des gouvernements, élus ou pas, nous avons des sénats, élus ou pas, nous avons des parlementaires, nous avons des magistrats, nous avons des policiers, nous avons l'armée, nous avons des généraux, nous avons des huissiers, nous avons des ministères, nous avons tout. Mais attention, il y a un truc. Et quand on n'est pas assez attentif, on ne verra pas cela. C'est quoi l'objectif d'une organisation? C'est quoi l'objectif d'une organisation statale, d'un gouvernement, de l'État? Eh bien, c'est celui d'assurer les progrès du peuple, non l'exploitation de la terre. C'est celui d'assurer les développements. C'est celui d'assurer l'émancipation. C'est celui de garantir la survie. Et l'organisation de l'État fait et organisé année pour année, recalculé année pour année selon des objectifs évolutifs d'un peuple. Eh bien, suivez avec moi, réfléchissez avec moi. Nous avons des organisations en Afrique. Mais ces organisations, comme nous les voyons bien composées des ministres, nous voyons des réunions au Sénat, nous voyons des réunions, qu'est-ce qu'ils rapportent-ils au peuple? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Parce que quand bien nous prenons des États qui peuvent se dire d'une certaine organisation comme le Nigeria, eh bien, le niveau de la pauvreté est énorme par rapport aux ressources seulement pétrolières et agricoles de ces pays. Eh bien, si les gouvernements en place n'est pas en mesure de garantir le développement, le progrès du peuple, pris comme un, cette organisation, à quoi représente-t-elle? Que représente-t-elle? Eh bien, il représente l'organisation nécessaire et minimale coloniale pour assurer le transfert des ressources des colonies vers les métropoles, où finissent tous les enfants intelligents. En Angleterre, à étudier. Où les plus malins, ceux qui se sont distingués au niveau secondaire et même universitaire, eh bien, finissent par laver les assiettes en Angleterre, en France, en Belgique, aux États-Unis. Les gouvernements garantissent les systèmes qui fait que dès que vous êtes diplômé, eh bien, l'étape prochaine est celui d'aller à l'étranger. C'est-à-dire transfert des ressources. Pour assurer un transfert des ressources d'une colonie aux métropoles, eh bien, il faut avoir un minimum d'organisation. C'est ainsi que l'Afrique est dotée d'un minimum d'organisation qui peut, des fois, porter à penser que cette organisation est faite pour nous. Non, cette organisation n'est là que pour assurer les transferts et les contrôles des ressources depuis les métropoles, depuis les colonies jusqu'aux métropoles. Et ces institutions ont une double face. C'est celui de garantir la pauvreté. C'est celui d'éviter l'accès à tout le peuple au bonheur, au développement. C'est la classe représentative, collaborative du système colonial est assurer un certain privilège. Eh bien, cette situation est rendue possible grâce au contentieux. Grâce au fait que les mélanodermes n'est jamais sorti de la colonisation mentale. Les colons existent dans sa tête.
les colons contrôlent sa tête. Conscient ou inconscient, adhérent ou adhérent, en cette psychologie, on n'y échappe pas. C'est ainsi qu'il devient nécessaire réfléchir en termes de la décolonisation de l'esprit. La décolonisation de l'esprit, ce n'est pas une activité pour laquelle on va se rencontrer à Bruxelles sur une table ronde, signer des documents et voilà, on est décolonisé. Non. La décolonisation de l'esprit, ce n'est pas une action pour laquelle on va se rencontrer autour de la reine de l'Angleterre, voilà, on a signé un document, on est décolonisé. Non. Ça, c'est une ruse. La décolonisation de l'esprit, c'est un mécanisme à moyen et long terme qui se base sur la réintroduction, l'évaluation, la réinsertion à la vie civile mélanoderme. À partir des leaders qui se cachent sous l'effigie du panafricanisme, d'où le pana n'est que pour la poche, où finissent l'argent des Africains. Au petit peuple. Il faut donc des institutions. Et cette institution ne peut être garantie que par une forme de religiosité intégrative, où l'on vient à se confronter avec les traumatismes. Il est profond, il est énorme, il est colossal. Et avec ses poids sur les épaules, vous pouvez... Écoute, ces traumatismes, beaucoup me poseront la question, où est-il, mais où est l'air que vous respirez? Vous respirez-vous de l'air? Comment le savez-vous? Qui vous l'a dit? Vous ne l'avez jamais vu, mais vous savez qu'elle est là. Et le traumatisme, il est là, il est lourd. Et avec ce traumatisme, nous ne pouvons pas partir. Ce traumatisme ne commence seulement pas de nous. Ce traumatisme, nous l'avons reçu de nos ancêtres. Et à nous revient le devoir de pouvoir relâcher cette énergie néfaste, mais énorme. Nous devons la relâcher pour permettre à nos ancêtres de nous rejoindre dans l'action et pour assurer les progrès, la liberté et la prospérité aux futures générations. Et donc, un travail doit être mis en action. Dans les pères Ankam-Théouti, nous avons reçu ces messages des ancêtres et du monde spirituel et nous avons traduit en des instruments capables de nous aider. Et nous avons signifié cela par la naissance de la religiosité Kush Kamit Congo, où nous venons ensemble pour lécher nos blessures. Où nous venons ensemble, ancêtres et vivants. Comme les animaux se lèchent leurs blessures, nous nous léchons les blessures. Nous devons nous pardonner. Nous devons nous pardonner nos ancêtres qui ont fait des traîtres. Nous devons libérer ces contentieux traumatiques énormes qui nous pèsent sur les épaules et font qu'avant même que l'on puisse commencer sa vie, on a déjà vieilli. Au côté de ces traumatismes, il y a un autre élément très important que je vais partager avec vous ce soir. Et pour cet élément, je vais vous inviter à vous asseoir sur une chaise et à vous relaxer un peu les épaules. Hein? Ne pas prendre, éviter un peu de tension. Ce que je vais partager avec vous, c'est quelque chose dont personne ne vous a jamais parlé. Et vous qui avez été à l'université, à vous qui avez les comment on dit, PhD ou doctorat, c'est ce que je vous affronte, ce que je vais partager avec vous n'a jamais été affronté, jamais. Jamais dans l'histoire, cela a été affronté. Eh bien, c'est quelle histoire? Qu'est-ce que je vais partager avec vous?
C'est l'histoire des... l'histoire et la position du peuple appelé les Mulâtres. Les Mulâtres aujourd'hui est un argument délicat, est un argument sensible. Et je vais la traiter avec la sensibilité et la délicatesse qu'elle mérite. Les mélanodermes, je vais commencer par les débuts. Jusqu'aux années 60, où il y a eu un semblant de libéralisation en termes de mariage interracial entre les Blancs et les Noirs, les 100% des mulâtres sont des enfants issus de violences sexuelles, des colons blancs sur les femmes noires, qui avaient dépassé un âge de productivité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les colons blancs étaient dans les commerces d'acheter les femmes noires et de les faire féconder par ceux qui avaient des esclaves noirs. Et les enfants étaient utilisés comme produit ou une marchandise à vendre, ou une main-d'œuvre à grandir pour un esclavage encore plus vaste, parlons en termes économiques. Et les jeunes filles devaient être vendues vierges, d'où la notion de la mariage et de la virginité que nous trouvons en Afrique un peu partout. Et depuis l'âge de la virginité, autour des 17 ans, elle devait commencer à donner naissance et on calculait ainsi que les 7 à 8 naissances. Après que la femme, selon les normes coloniales, ne soit plus en mesure de reproduire des enfants qui seront en bonne santé, c'est-à-dire des bons travailleurs qui ne nécessiteront pas beaucoup de soins médicaux parce que cela coûtait aux colons. Après cela, ces femmes qui étaient restées là servaient maintenant des femmes ou des points de, comment on dit, des défoulements sexuels ou des objets sexuels pour les maîtres qui les utilisaient pour leur propre plaisir. C'est ainsi que c'est à travers les viols que la plupart des enfants métis sont nés. Et jusque-là, la plupart de vous connaissent cette histoire. Mais seulement, il n'a jamais été affronté. Après, dans l'histoire des peuples métis, en plusieurs générations, maintes fois, depuis le début de ces atrocités, de ces viols des femmes noires par les colons blancs, des ordres vont être émis de l'élimination physique de tous les colons, spécialement quand il y avait un contrôle qui venait de la métropole et que, vu que cela avait été interdit, et que comme les gens les pratiquaient quand même, et que quand il y avait des inspections qui venaient de la métropole, eh bien ces enfants devaient être éliminés physiquement. Et génération après génération, on procédé à des massacres, à des véritables holocaustes des enfants métis. C'est donc qui étaient, par exemple, enfants des personnalités ayant un profil assez haut de la société occidentale coloniale, eh bien ces enfants, qui étaient des enfants des personnes, étaient mis dans des couvents religieux où ils étaient devenus tout simplement des objets sexuels des prêtres et des sœurs. Des enfants que personne ne considérait. Et la plupart des enfants mouraient à coups d'habits, sans jamais personne pour les réclamer. Et étaient généralement enterrés dans des fosses communes. La loi coloniale était très précise et efficace, atroce. Quand un homme blanc engrossait une femme noire, ou qu'une femme, un homme blanc était trouvé dans une relation amoureuse avec une femme noire, hors de les cas de l'esclavagisme, parce qu'il y a des situations. Il y a les cas des esclaves qui sont utilisés par les maîtres. Mais il y a aussi un cas où il y a fréquentation, une forme de fréquentation. Cela n'était pas été permis. Les maîtres esclaves étaient permis d'abuser de ces esclaves comme tant ils le voulaient, d'en faire autant des enfants comme ils voulaient. Après, il fallait éliminer les enfants. Mais des rapports affectifs étaient interdits et
où cela était trouvé, ou que bien il y avait un rapport sexuel consommé entre un homme blanc et une femme noire qui n'était pas son esclave, eh bien, la loi disait que l'homme était renvoyé dans son pays natal de provenance, et la femme était vendue et dans le cas contraire abattue sur les champs. Si elle n'avait pas un propriétaire. Mais s'il avait un propriétaire, eh bien, elle était punie. Mais dans le cas où il y avait un homme noir qu'on attrapait avec une femme blanche, et la loi était dragonnière sur ces points-là, l'homme noir était abattu sur les champs et la femme blanche renvoyée chez elle. Dans les premiers cas, que je vais citer, l'homme blanc pouvait aller en prison. Hein? L'homme blanc était mis en prison si on l'a trouvé qu'il entretenait des rapports amoureux avec une femme noire. Et si cela insistait, eh bien l'homme était renvoyé chez lui dans sa métropole. Mais dans les cas contraires, si l'homme était noir, l'ordre était d'abattre. C'est-à-dire, si la police ou n'importe quel membre de la société blanche vous trouvez à regarder une femme blanche, eh bien on vous abat sur les champs. Pourquoi je suis en train de signifier cela? Parce qu'il faut comprendre que les métis qui naissent pendant tous les cours de l'histoire jusqu'aux années 60 étaient tous des fils des femmes noires. Et la maternité descendant de la mère, le choix est clair. Ce n'est qu'après les années 60 que certains rapports du genre ont commencé à s'installer au point où nous commençons à avoir des métis dont la mère était blanche et dont le père était noir. Mais cela n'a pas suivi après les années 60 parce que les persécutions en ont continué à exister. Je vais donner l'exemple du comédien Noah de l'Afrique du Sud. Trevor Noah. L'exemple du comédien Trevor Noah de l'Afrique du Sud qui n'a pas 60 ans, qui est très jeune comme comédien. Et dans sa jeunesse, il raconte que son père étant noir, non, son père étant blanc et sa mère noire, ok? Et son père était arrêté, c'est ça, il était arrêté. Mais il est né en 1984, pour ceux qui ne savent pas. Il est né en 1984, pendant Noah, ouais. Ouais, c'était justement pendant qu'il y avait encore en Afrique du Sud. Et donc, ce qui s'est passé, c'était qu'à chaque fois qu'on attrapait le père et la mère, on leur mettait les deux en prison. Et la mère allait rester en prison plus longtemps, bien sûr. Et quand il est né, il devait toujours continuer à passer pour un métis, un albinos. Albinos, il pouvait passer pour un albinos. Et en étant albinos, il devait prétendre qu'il avait des problèmes avec le soleil et quoi que ce soit. Sinon pas, sa mère allait être mise en prison et on allait le confisquer de sa famille. Oui, ça, nous sommes dans les années 84, c'est-à-dire... Il est né en 84, donc il a grandi plus ou moins au début des années 90. Les années 90, nous sommes dans les années 90 où, à l'Afrique du Sud, une femme noire et blanc qui ont des enfants, qui sont trouvés ensemble, sont mises en prison. La personne noire reste en prison le plus. Et l'enfant métis, qui avait une mère africaine, était obligé de prétendre être albinos et avoir toujours un chapeau sur la tête pour dire qu'il avait des problèmes de yeux. Il devait passer pour un albinos pour éviter la prison à sa mère. Ce dont je suis en train de signifier ici est que l'histoire du monde parle de la souffrance mélanodaire. Et en parlant de cela, elle a oublié la souffrance des métis qui, aujourd'hui, encore souffrent d'une certaine discrimination de ce point de vue-là. Il existe, j'en parle en termes de traumatologie historique, subi par un peuple hanté par sa double nature, c'est-à-dire, il est lui-même esclave et colonisateur. Cela les place dans une situation très troublée du point de vue psychologique. Mais sortant de ces cadres-là, le métis est tout simplement une personne qui a la possibilité de choisir de quel côté être. Il peut choisir. Le mélanoderme ne peut pas choisir d'être blanc. Ça fait rire. On parle du coconut. Hein? Ça fait rire les mélanodermes qui se prennent pour les blancs parce qu'ils n'ont pas ce choix-là. Mais au métis, le choix est donné. La lignée descendante de la mère fait des métis, des mélanodaires.
c'est-à-dire ils ont une dose de mélanoderme et donc peuvent être appelés mélanodermes d'une certaine manière parce qu'ils contiennent du mélanoderme. Cependant, ils ont la possibilité d'opérer un choix. C'est celui de vivre en tant que mélanoderme ou en tant que leucoderme. Ce que je vais ici rappeler à tous les métis qui sont en train de m'écouter et que la partie de leur père les a toujours trahis. Parce que c'est la partie qui a exécuté qui a ordonné leur élimination, qui a ordonné leur holocauste répété dans le temps, n'a jamais été à côté de leur mère, mais plutôt à côté de leur père. À côté de leur père. Donc ici, une réflexion profonde doit être faite dans le monde moitié mélanoderme, si on peut la dire ainsi, ou mélanoléco. Je ne sais pas comment nous allons appeler cela parce que ce n'est pas du centroderme. Cette partie, cette conversation que j'ai avec vous aujourd'hui, c'est dans un premier temps l'élément leucoderme pour que nous cessions de faire la guerre contre les métis. Il faut tout simplement nous rendre compte qu'ils ont la possibilité de faire un choix. Moi, aux métis, je demande de faire un choix, de suivre la voie de leur père ou de suivre la voie de leur mère. Quand ils ont décidé de suivre la voie de leur mère, eh bien, ce sont des mélanodermes. Ils sont un de nôtres. La couleur des peaux ne doit pas créer ces genres de distance que je suis en train d'avoir aujourd'hui. Parce que dans le monde, comme dans Sirkama, nous avons bien des peuples qui ont des peaux très claires. Nous devons trouver des limites là-dessus. Je suis en train de traiter de cela parce qu'il y a un gros contentieux dans le monde. Moitié mélanoderme. Je vais l'utiliser comme ça pour la bonté des compréhensions parce que le mot métis, je ne l'aime pas beaucoup. Leurs ancêtres, parce qu'il ne s'agit généralement pas des ancêtres, hein, parce qu'un ancêtre signifie quelqu'un qui a grandi, qui est devenu grand, qui est mort. Mais en cas de métis, ils ont été éliminés en étage très jeune pendant des générations. Il y a toute cette armée, c'est énorme, des enfants perdus qui sont en train de chercher de trouver leur voie de sortie. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent qu'on ne les oublie pas. Et ils veulent que leur histoire soit connue. Ces enfants qui ont rempli les fosses communes partout en Afrique. Parce qu'ils étaient encombrants. Et génération après génération, on a continué à en produire. Et chaque génération, encore une fois, ils étaient éliminés. Parce qu'ils étaient encombrants. Ils étaient encombrants. L'activité coloniale exigeait de tout homme travaillant dans la colonie, dès son arrivée, de prendre en mariage. Là, nous sommes pendant la colonisation, hein, plus pendant l'esclavage. Pendant la colonisation, il y avait une pratique coloniale où chaque adulte, homme marié, blanc qui arrivait en Afrique, devait épouser une petite fille de tour de 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est une pratique c'est quelque chose on n'en parle pas beaucoup, mais vous pouvez aller vérifier. Tout administrateur colonial, soit-il français, belge, anglais, italien, dès qu'il mettait les pieds sur l'Afrique, il devait avoir une deuxième femme, s'il était déjà marié, africaine, dont l'âge a varié jusqu'à partir de 8 ans en allant en-dessus. Et ces fonctionnaires coloniaux, justement, dès que leur travail était fini, dès que leur contrat était fini, s'en allaient et abandonner ses enfants. Cette femme avec les enfants. Et c'était des filles qui avaient 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, qui avaient déjà 3 enfants. Là, nous sommes durant la colonisation. Et c'était notre contention de ces malheureux, de ces enfants abandonnés. Et donc, je vous invite à une certaine sensibilité quand nous affrontons l'argument des mondes métiers. Et je m'adresse encore à ces métiers qui se pensent, qui ont toujours fait les mauvais choix. Parce que c'est la première fois, j'imagine, que cette histoire leur arrive aux oreilles. Vos pères vous ont toujours trahi, vos pères vous ont toujours abandonné. Quand vous avez été éliminé,
Quand vos prédécesseurs, mais parce que ce ne sont pas vos ancêtres, mais vos prédécesseurs qui sont morts, ils ne sont pas vos ancêtres parce qu'ils n'ont pas donné de sens par lignée à vous, mais ce sont les métis d'avant qui ont été éliminés, qui ont pleuré. Dites-moi, qui ont pleuré? Vos mamans. Et qui étaient vos mamans? Les Noirs, les femmes mélanges. Et quand ces petites filles